Le Conseil général des Alpes-Maritimes veut recenser sur ordinateur les malades séropositifs. Critique du secrétaire d'État Claude Malhuret et du premier secrétaire du PS Lionel Jospin. Fin du voyage du pape en Pologne après un dernier hommage au père Jerzy Popieluszko et un appui à Solidarité. Stade 2 deuxième avec Gérard Rolls, la victoire de Porsche au 24 heures du Mans et la qualification des All Blacks néo-zélandais pour la finale de la Coupe du Monde de rugby face aux Français. Aujourd'hui, dimanche 14 juin 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Le Conseil général des Alpes-Maritimes, à l'initiative de plusieurs de ses conseillers, a décidé vendredi soir de recenser sur ordinateur toutes les personnes séropositives domiciliées dans le département. Leur anonymat était garanti par un codage. On voulait ainsi enregistrer l'évolution du virus dans ce département. Mais la commission informatique et liberté n'a pas été consultée et le secrétaire d'État Claude Malhuret, comme le premier secrétaire du PS Lionel Jospin, ont critiqué cette initiative. Enquête Claude Crespo, Patrice Vollet et Noël Alexandre. Nice, son soleil, son cosmopolitisme et près de 2000 séropositifs uniquement dans les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire des porteurs sains du virus. Si ce projet aboutit, cette évaluation deviendrait recensement. Chacun des reconnus séropositifs serait, sans donner son identité, mis en fiche informatisée. Et ces informations centralisées au niveau du département. Théoriquement, anonymat garanti en dehors du laboratoire et du médecin traitant. Mieux connaître la diffusion du virus, mieux connaître les familles, quand je dis les familles, c'est-à-dire les terrains qui sont atteints par ce virus, permettra sans doute de mieux appréhender la prévention et bien entendu la lutte contre cette diffusion. Un séropositif est un malade potentiel, on ne peut pas ne pas s'en préoccuper. Nous avons toutes les garanties nécessaires pour que, je le répète, la confidentialité soit préservée. Ce projet, qui a reçu l'aval unanime du Conseil général des Alpes-Maritimes, devra néanmoins franchir la barrière de la Commission informatique et liberté. La Commission nationale de l'informatique et des libertés n'a pas été consultée à ce jour sur ce projet. Une personne, un séropositif, peut s'opposer, à moins qu'il y ait une loi votée par le Parlement, peut s'opposer à ce que ces données personnelles fassent l'objet d'un traitement informatisé. Ce n'est pas avec des si qu'on stoppe le sida, mais quelle garantie donner aux porteurs du virus si ces informations sont exploitées à des fins autres que médicales? Tout le monde sait aujourd'hui que ces fichiers comportent des dangers et surtout, bien entendu, dans le cadre du sida, où on risque une exclusion. Le premier point dans ce domaine, par conséquent, consiste dans la saisie de la Commission de l'informatique et des libertés. Le deuxième danger, c'est celui de la levée du secret médical. Soigner les malades nécessite pour les médecins une confiance absolue de la part de ces malades qui est basée sur le secret médical. On ne peut le lever que dans des cas très rares et très précis. Et la séropositivité ne fait pas partie de ces cas. Pour Michel Barzac, pas d'ambiguïté. Ce n'est pas au département, mais à l'État d'organiser la prévention du sida. Un gardien de la paix du commissariat de police de Montargis, dans le Loiret, a été écroué. Cette décision a été prise par le juge d'instruction chargé du dossier de la mort du jeune Turc de 14 ans, Muammer Irik, mortellement blessé lundi dernier lors d'un contrôle de police. 3 jours de visite officielle en Corse pour Charles Pasqua et aujourd'hui le ministre de l'Intérieur retrouvait les petits villages montagneux de sa famille près de la côte orientale. Les élus corses comme les nationalistes attendaient ce déplacement, les uns pour faire entendre leurs revendications et les autres pour bien montrer qu'ils ne renonçaient pas. En Corse pour Antenne 2, Daniel Brem, Paul Albertini. C'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur escalité réserve sa toute première visite en Corse au village qui fut le berceau de sa famille et où tous les habitants sont ses petits-parents. Ce geste symbolique a été reçu avec beaucoup de joie par le maire, son cousin, entouré des habitants de Casevecchio. Tous lui ont dit sur tous les tons, vous êtes ici chez vous. Je voudrais dire que si je suis ici chez moi, tous les Français sont ici chez eux, quelle que soit leur origine. Et c'est bien ainsi. Vous avez eu raison de dire, monsieur le maire, que la Corse avait besoin de tranquillité et de paix. Il appartient à l'État de les lui assurer. La volonté ne lui fera pas défaut
les moyens non plus. Après un déjeuner familial, Charles Pasqua gagnait Corté pour assister à une démonstration de matériel de la sécurité civile. À l'occasion de celle-ci, le ministre a annoncé toute une série de mesures pour renforcer la lutte contre l'incendie. Là encore, parlant de ceux qui veulent imposer leur vue par la violence, il a déclaré: Il n'y a aucun tabou. À partir du moment où l'on respecte la loi essentielle de la démocratie et que l'on accepte de se soumettre à la volonté du plus grand nombre, toute autre démarche, comme celle qui est tentée ici par quelques irresponsables ou quelques exaltés, relève du totalitarisme, du fascisme, du racisme et de la xénophobie. Cela est contraire. Cela est contraire aux principes de la République. Demain à Bastia, le ministre devrait évoquer devant les élus les problèmes économiques de la Corse. Un peu plus de soleil aujourd'hui après la pluie d'hier à la fête du RPR sur l'emplacement de la Foire du Trône à Paris. Et aujourd'hui, le président du RPR, Jacques Chirac, était parmi ses militants. Gilles Leclerc, Jean-François Hoffmann. Ce qui compte en politique, c'est d'arriver à l'heure et en situation. Jacques Chirac n'était pas venu cet après-midi pour parler politique, mais beaucoup plus pour participer à la fête, à la rencontre des militants. Une seule courte intervention donc, de 5 minutes, avec tout de même cet appel à l'effort des Français. Nous ne devons être ni moroses, ni pessimisme. Vous savez, on l'a déjà dit, mais le pessimisme, ce n'est qu'une réaction d'humeur. Alors que l'optimisme, c'est l'affirmation d'une volonté. Et c'est ce à quoi je vous engage. Je vous engage à être optimiste, à regarder avec confiance, mais aussi avec le sourire et avec joie, l'avenir que tous ensemble nous forgeons pour nos enfants. Le Premier ministre ne désire pas rentrer de plein pied en campagne électorale. Il préfère donner l'image de celui qui travaille, dirige le gouvernement et rassemble la majorité malgré les divisions récentes. Tout à l'heure, Jacques Chirac louait le mérite de la mêlée victorieuse du 15 de France, une façon de souligner sans doute qu'en rugby, comme en politique, la finale est loin d'être jouée. Ce sera l'année prochaine en principe pour les présidentielles. À ce moment-là, alors, il faudra à Jacques Chirac mouiller sa chemise. Au forum RMC FR3, le député barriste, le futur directeur de la campagne présidentielle de Raymond Barre, M. Philippe Mestre, a affirmé qu'il pensait que M. Léotard soutiendrait le candidat désigné par l'UDF. Le Front National à Marseille organisait aujourd'hui une fête bleu, blanc, rouge. Hier, ils furent plusieurs milliers à l'appel du Parti Socialiste. 720 associations ont manifesté contre le racisme et la venue de M. Jean-Marie Le Pen. Mais aujourd'hui, le président du Front National, ici, était bien à la fête bleu, blanc, rouge. Ici, vous le voyez à Tours, dans le Var, où il s'adressait aux militants du Front National. Dépend largement de... Dans une quinzaine de lieux de Paris, des milliers de pacifistes se sont regroupés toute cette journée, notamment ce matin, pour une ronde de la paix organisée par le collectif L'Appel des 100. Parmi eux, Georges Chegui, Henri Krasuki, André Lajoigny, Pierre Juquin et Alain Krivine. La CFDT hausse d'un ton après le vote à l'Assemblée nationale d'un amendement sur les retenues de salaire des fonctionnaires en cas de grève. Edmond Maire appelle les salariés à participer à 1 heure de grève demain et aux différentes manifestations de ce lundi. C'est à la fois les règles de l'état de droit. Il n'y a pas de consultation des organismes officiels. C'est le rôle du Parlement. C'est enfin le respect du syndicalisme qui ont été bafoués. Et cela est grave, car cette majorité gouvernementale est composite, mais dès le départ, le Premier ministre, M. Chirac, avait pris un engagement solennel de respect du syndicalisme. De fait, par ce qui vient de se passer, le pacte public de M. Chirac est rompu. Et du même coup, une inquiétude est là, présente. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où va aller cette dérive? Elle devient incontrôlée. Quel est le prochain mauvais coup? Élection d'un nouveau grand rabbin de France, M. Joseph Citruc, a été élu pour succéder à René-Manuel Sirat, qui ne se représentait pas.
Le pape Jean-Paul II a quitté la Pologne, achevant ainsi son 3e voyage officiel dans son pays natal. Le pape a répété son appui à Solidarité. Pendant 7 jours, il s'est prononcé en faveur des droits de l'homme et l'un de ses derniers gestes symboliques fut de rendre hommage ce matin au père Jerzy Popieluszko, assassiné il y a moins de 3 ans par des membres de la police politique. Philippe Lefebvre. Des fleurs aux couleurs de la Pologne pour un martyr. Jean-Paul II était ce matin sur la tombe de l'aumônier de Solidarité torturé à mort par 3 membres de la police politique en octobre 1984. Maintenu à bonne distance par la police, la foule et des Polonais qui veulent faire de Popieluszko un saint. Pour Jean-Paul II, c'est une nouvelle occasion de prendre des distances avec le pouvoir polonais. Un peu plus tard, à l'ombre d'un palais de la culture hérité de Staline, le point d'orgue de cette visite a été la grand-messe, devant 800 000 fidèles. Partout, Jean-Paul II a rassuré les Polonais dont certains craignaient qu'il ne les abandonne à la normalisation. Au premier jour de sa visite, il fera un cours sur les droits de l'homme. À Tarnów, il appelle au respect de solidarité rurale. À Cracovie, il parle de liberté. À Gdansk, il parle des accords qui restent un objectif à atteindre et il rencontre Wałęsa. Partout, malgré les milliers de policiers, malgré les matraques et les blessés, le pape a vu Solidarité s'afficher. Avec ce 3e voyage du souverain pontife en Pologne, le général Jaruzelski cherchait à consacrer la normalisation. Jean-Paul II, qui a rencontré le chef de l'État polonais une 2e fois en 7 jours avant de quitter Varsovie, ne l'a pas entendu. En Corée du Sud, plusieurs centaines de militants anti-gouvernementaux campent dans la cathédrale de Séoul en réclamant la libération de leurs camarades arrêtés mercredi dernier après une manifestation très violente. L'Église paraît soutenir les protestataires. Ce soir, la cathédrale Myeongdong de Séoul est toujours cernée par la police et occupée par 350 étudiants qui demandent la libération des manifestants arrêtés ces derniers jours. Élément nouveau, le soutien de l'Église à ceux qui protestent contre les atteintes à la démocratie et pour une réforme de la Constitution. Les affrontements des derniers jours ont été les plus violents qu'ait connus la Corée du Sud depuis le soulèvement populaire de Gwangju dans le Sud en 1980. Deuxième élément nouveau, la participation de la population au mouvement contestataire jusqu'ici mené par les étudiants. Ici à Séoul, ils viennent apporter de l'argent aux protestataires. Malgré quelques ébauches timides de fraternisation, les rassemblements ont à nouveau dégénéré dans l'après-midi. Il y a là de quoi gâcher chaque jour un peu plus la carte postale de la Corée du Sud à seulement 1 an des Jeux Olympiques. Première journée de vote en Italie. Demain, les électeurs italiens pourront encore se rendre aux urnes pour des élections législatives anticipées qui risquent de ne pas régler la crise gouvernementale italienne. 630 députés, 315 sénateurs seront élus après l'éclatement de la coalition de centre-gauche qui a gouverné sous la présidence du socialiste Bettino Craxi depuis 1983. Sur les enjeux de ces élections italiennes, voyez le reportage de notre envoyé spécial Marcel Tria. Je vais voter parce qu'on doit voter. Mais qui peut savoir ce qu'ils vont nous combiner? Les électeurs italiens n'ont pas le moral. Pour ces grands amateurs de débats politiques, la campagne électorale a été au-dessous de tout. Seul terrain d'entente entre les vedettes du bel canto politique italien. Surtout, n'abordons pas les grands sujets. Chômage, inflation, déficit de l'État, blocage des administrations. Après une brève période de reprise économique, la crise menace à nouveau. Et les dirigeants politiques font semblant de ne pas le savoir. Alors on se demande un peu pourquoi voter pour. Il faudrait changer, ne serait-ce que pour essayer. On est bloqué. Je suis retraité de l'État. J'ai beaucoup de problèmes avec ma petite retraite. Je ne m'en sors pas. Mais je sais bien que rien ne changera avec ces élections. 3 têtes d'affiche pour le centre-gauche qui dirige le pays. Giulio Andreotti, démocrate chrétien, Giovanni Spadolini, républicain, et Bettino Craxi, socialiste. Ils se sont beaucoup chamaillés ces dernières semaines. Ils se savent pourtant condamnés, après la grande récréation électorale, à gouverner à nouveau ensemble avec les libéraux et les sociodémocrates. Aucun d'entre eux, en effet, ne souhaite répondre aux propositions des communistes. La seule question pour eux, lequel prendra la barre? C'est l'unique enjeu de ces élections. Et la réponse ne passionne guère les Italiens. Quel que soit le capitaine, l'équipage sera le même.
En Centrafrique, le président Kolingba paraît embarrassé au sujet de l'ancien empereur Bokassa, condamné à mort par la cour criminelle de Bangui. Les avocats de Jean-Bedel Bokassa ont introduit un pourvoi en cassation. Daniel Lecomte et André Sera étaient en Centrafrique lors du verdict condamnant Bokassa. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Vous avez peur? Jean-Bedel Bokassa avant le verdict. Dites simplement bonjour à la France de ma part. Oui, vous avez bon espoir? J'ai confiance en la justice de mon pays. Si vous êtes condamné à mort, quelle sera votre réaction? Et à ma place, qu'est-ce que vous diriez? En répression, condamne Jean-Bedel Bokassa à la peine de mort, à 6 millions de francs d'amende, à la confiscation de ses biens jusqu'à concurrence de 3 143 460. Jean-Bedel Bokassa après le verdict. Vous n'avez aucune déclaration à faire? Aucune. Épilogue sans surprise pour une première judiciaire en Afrique. 6 mois d'audience, au cours desquels la Centrafrique a vécu au rythme de son procès. Au départ, l'opinion était unanime pour condamner l'ex-empereur. 6 mois plus tard, elle a changé. Voici la réaction de la rue à l'issue du verdict. Vous êtes pour la grâce de Bokassa? Je ne crois pas. Moi, je suis pour la grâce. Je suis contre. Contre la grâce? Oui. Et vous? Moi aussi, je suis contre la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de massacres. Il a fait beaucoup de massacres. Si on arrive à le tuer, ça va causer des zizanies dans le pays. Je pense que ce serait mieux de pardonner ça. À partir de maintenant, c'est là, dernier mois, dans ce bâtiment que tout va se passer devant les juges de la Cour suprême qui auront à examiner le pourvoi en cassation présenté par les avocats. Ils devront en particulier décider si la Constitution autorise ou non le jugement du chef de l'État par un tribunal de droit commun. Si la réponse est oui, il ne restera plus alors à Bokassa que le recours à la grâce présidentielle. Il est certain que Bokassa, ayant été chef d'État pendant 14 ans, je pense qu'il a gardé parmi ses anciens pairs un certain nombre d'amitiés. Ces amitiés se manifesteront peut-être. Qui? Les chefs d'État africains. Vous pensez que la France peut aussi jouer un rôle dans la décision finale? Je pense qu'en France, certains n'oublieront pas que pendant 23 ans, Bokassa était au service du pays. C'est aussi votre avis? Oui, c'est aussi mon avis. Je rappelle qu'il est citoyen français. Et les grands croix de la Légion d'honneur sont tout de même des faits qui devraient jouer. Bokassa a maintenant regagné sa prison du camp d'Eurou, située sur les hauteurs de la ville. Dans 3 mois environ, il devrait être définitivement fixé sur son sort. L'actrice américaine Geraldine Page vient de mourir d'une crise cardiaque. Elle était âgée de 62 ans. Elle avait remporté un Oscar de la meilleure actrice en 1986 pour son rôle dans le film Trip to the Bountiful. Elle avait incarné au cinéma beaucoup d'héroïnes de Tennessee Williams. Sport, Gérard, c'est à nous. Et alors je dirais que c'est Roger Coudert qui aurait été content de voir cette victoire de l'équipe de France. Les Bleus sont à la porte du paradis. Ouais. Il y avait eu une comédie musicale qui s'appelait Black and Blue. Eh bien, la semaine prochaine, samedi à 5 h en direct sur Antenne 2, ce ne sera pas une comédie musicale, mais ce sera sans doute superbe. D'un côté, il y aura les Blacks, c'est-à-dire les All Blacks, les Néo-Zélandais. Ils portent un maillot noir. C'est l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe du monde. Et de l'autre côté, eh bien, il y aura les Bleus, le 15 de France, qui a battu l'Australie hier. Un match historique, exceptionnel, enfin les superlatifs. J'en passe et les meilleurs. On sait donc depuis ce matin que la France rencontrera les All Blacks samedi prochain. Analyse des matchs avec Jean Marquet. Deux courts résumés de ces deux demi-finales qui situent bien les deux équipes. La Nouvelle-Zélande tout d'abord, un pack surpuissant qui enfonce l'adversaire gallois, une mêlée qui tourne légèrement pour permettre au grand numéro 8 Shelford d'ouvrir le score. Une manœuvre qui sera renouvelée exactement dans les mêmes conditions en fin de match pour le 8e et dernier essai All Black. En action, la grande vedette du rugby néo-zélandais, l'ailier Kirwan, difficile à arrêter lorsqu'il est comme ici, bien lancé. Un pack très fort, l'ailier Kirwan, mais aussi un 3/4 centre bulldozer, physique comme on dit aujourd'hui. Joe Stanley, lancé tout droit pour le 6e essai. Côté français, ce n'est pas mal non plus devant avec la première ligne, Rodriguez et ici le grand Lorieux, superbe à Brisbane pour ce premier essai.
En buteur, les Néo-Zélandais ont Grant Fox, les Français Didier Cambera-Béraud, très brillant lui aussi. Un beau duel en perspective samedi. Dans le genre Joe Stanley, côté France, il y a Philippe Sella. Et puis cette extraordinaire capacité de faire participer toute l'équipe à la fantasia offensive. Dans l'embrasement final, l'essai de Serge Blanco qui qualifiait la France pour la finale. Et alors là, c'était quelque chose ce moment. Hein. Alors, samedi donc, à quelle heure 5h du matin. Ça sera à Auckland, ça sera en Nouvelle-Zélande, donc ça sera difficile. France All Black, première finale de la première Coupe du Monde de rugby, en direct sur Antenne 2 avec Salviac et Alba Ladejo. Et puis peut-être avant, dans la nuit, une surprise sur Antenne 2, mais ça on vous dira ça d'ici là. Antenne 2, la chaîne du rugby. On va parler de sport automobile, les 24 heures du Mans. Alors victoire de Bell, Stuck et Albert sur Porsche. Hier soir, Porsche semblait pas si bien parti, et puis en fait, ça s'est bien terminé. Oui, en fait, les Porsche ont croqué les Jaguars. La firme britannique pensait renouer avec la victoire 30 ans après son succès de 57, mais les Jaguars ont été domptés. 12e succès pour Porsche et la 7e victoire consécutive dans une course qui restera comme l'une des plus impitoyables de l'histoire du Mans. 33 abandons sur 48 voitures au départ. Marc Maisonneuve a suivi pour nous l'épreuve. Mercredi, une des 3 Porsche d'usine est détruite au cours des essais. Samedi, 16h, les 2 Porsche d'usine sont en tête dès le baisser du drapeau. Elles sont talonnées par les 3 Jaguars d'usine, mais la cause semble entendue. Porsche est venu pour gagner Le Mans pour la 7e fois consécutive. Mais moins d'une heure après le départ, la stupeur. Une seule Porsche d'usine reste en course, celle d'Hans Stuck et de Derek Bell. Les Porsche privées du Team Kremer, elles aussi, ont souffert. La raison, en course on utilise l'essence du commerce alors qu'aux essais, l'essence utilisée a un taux d'octane beaucoup plus élevé. Résultat, les pistons des Porsche ont brûlé les uns après les autres à cause d'une pression de turbo beaucoup trop élevée. Dans les stands, on comprend que c'est la fin des années turbo et que cela peut-être a fait le jeu des Jaguars. Je pense que nous avons de la chance. En fait, le désastre survenu à Mass nous a permis de savoir que cela venait d'un problème de réglage du boîtier électronique que l'on a pu modifier sur notre voiture pour la fin de la course. La nuit sourira à Bell, il restera en tête, mais surtout, les 2 Jaguars vont être éliminés et la 3e auto d'usine, celle de Cheever et Buzzell, en but à des problèmes de boîte de vitesse, ne pourra terminer qu'en 5e position. Stuck et Bell remportent les 24 heures du Mans pour la 2e année consécutive, mais le constructeur allemand a été sérieusement inquiété par les Jaguars. La firme de Coventry risque fort de mettre rapidement un terme à l'hégémonie allemande. Et vous me dites quoi maintenant? Le reste des informations importantes du week-end, c'est-à-dire vive le sport, vive les femmes, oui, 2 super résultats. En golf, Marie-Laure de Lorenzi-Tailla a remporté l'Open de Waterloo en Belgique. C'est la première fois qu'une joueuse professionnelle française s'impose au niveau européen. Et puis, 2 Françaises championnes du monde, c'est en voile, en 4,70, des petits bateaux qui mesurent 4,70 m. Victoire en Grèce de Florence Lebrun et Sophie Berger. À retenir encore en moto, au Grand Prix de Yougoslavie, comptant pour le championnat du monde de vitesse, victoire en 500 de l'Australien Gartner et en 250 du Vénézuélien Lavado. Football, Touré, accent aigu, Touré, forfait pour Norvège-France mardi à Oslo. Pour le remplacer, Henri Michel a appelé de la montagne. Voilà. À noter encore en tennis, victoire à Bologne de Ken Carlson. En waterpolo, c'est le Cercle des nageurs de Marseille qui est une nouvelle fois l'équipe championne de France. Claude, en bouquet final, je vous propose les images souriantes sportives de ce week-end. C'est gentil, hein? Oui, c'est trop gentil de votre part. Avec d'abord un coup de golf étonnant. Ça se passe à Harrison, aux États-Unis. Voilà, c'est Mike Donald. Regardez bien la balle. Là, elle rebondit. Hop, dans le trou. Oh, il y a un truc là. Approche magique. Ensuite, le Queens. Connors de dos, Odisor de face. Un lob. Et Odisor qui jette sa raquette. Odisor en désordre, il perd la raquette. Pas de blessé chez les spectateurs. Connors sympa lui rend la raquette. Non, l'autre. Voilà, merci. Sympa. L'humour est dans les cordes de Connors. Et puis rugby avec une balle insaisissable. Voilà. Impossible de la contrôler. Elle part dans tous les sens. Voilà. C'est pendant la Coupe du Monde. Elle n'est pas ronde. Hein. Elle est ovale. Attention. Voilà, c'est dur. Voilà. Attention, là encore, on a du mal. Voilà. Attention, ça glisse. Voilà. Là, un coup de coude de l'arbitre à un joueur. Et là, un sujet renversant. Voilà, c'est le caméraman qui a tout pris.
La suite de ce petit épisode très sympathique sur ce Samedi, montage de Jean-Marc 5 Minoret. h du matin sur Antenne 2. Et puis ce soir à 22h15, le magazine du rugby, c'est ce que je voulais dire, le magazine de la Coupe du Monde avec Pierre Salviac à Baladéjo ce soir. Et Jean Mamère. Et Jean Mamère. Qui est là-bas. Merci beaucoup. On va voir les résultats du tiercé de la journée avec les rapports. Voici les dernières images de l'arrivée de ce tiercé. 8-16 As. C'est le tiercé d'aujourd'hui avec le rapport pour 5 francs 9 245 francs 50 dans un ordre différent. Toujours pour 5 francs 1565 francs. Voilà, puisqu'on parle du tiercé, j'en profite pour présenter ce livre de Pierrette Bresse, Les femmes sont dans la course. C'est un livre édité aux éditions Pierre-Marcel Favre, chez Caracol, le livre de Pierrette Bresse qu'on trouvera. Et puis, si vous êtes allé au Bourget pour le salon de l'aéronautique et de l'espace, vous pouvez peut-être continuer cette visite intéressante avec les 2 numéros de Science et Vie, le mensuel qui propose Aviation 87, un mensuel en dehors du mensuel sur l'avion hypersonique français. C'est tout à fait intéressant. Il y a beaucoup d'informations nouvelles avec notamment un dossier exclusif sur Airbus. Et puis ce nouveau numéro qui s'appelle Air Spatial, ça concerne également Hermès, Baudry, et c'est en relation avec le salon aéronautique et de l'espace. De l'espace à la Terre, de la Terre à la météo, et on arrive à Sophie. C'est ça ? C'est ça, et un temps qui fera triste mine, grise mine encore demain avec un ciel couvert et beaucoup d'orages. Je vous propose de regarder l'image satellite et on retrouve toujours un front très actif qui va se décaler vers l'est, affecter le nord-est dans la journée. Et puis une perturbation qui nous arrive de l'Angleterre et qui va traverser le pays d'ouest en est, nous apporter un temps frais et pluvieux. Regardez la carte du temps prévue pour demain avec toujours un ciel couvert, pluvieux et orageux sur la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté qui se décalera progressivement dans la journée. Puis je vous le disais, une perturbation sur le nord, le bassin parisien, le Limousin et l'Aquitaine qui donnera des orages et des pluies, des averses également et qui progressera vers l'intérieur du pays dans la journée. Alors la confrontation de cette masse d'air froid et de l'air chaud qui stagnait sur l'est depuis plusieurs jours provoquera des orages sur les Pyrénées, le Massif central et l'est du pays. Le ciel du pourtour méditerranéen se voilera au cours de la journée et à l'arrière, le beau temps reviendra avec de belles éclaircies sur la Bretagne et les côtes de la Manche. Les températures prévues pour demain, elles sont encore très fraîches puisqu'elles iront de 14 à 20 degrés sur la moitié nord, 20 degrés à Strasbourg et de 18 à 26 degrés sur la moitié sud, 26 degrés à Ajaccio. Demain, nous serons le lundi 15 juin, il y aura une minute de soleil en plus, il se lèvera à 5h48, se couchera à 21h54 et nous fêterons les Germaines, Claude. Merci beaucoup. Rien à ajouter, Gérard? Non, c'était très bien. 23h50, juste après justement le spécial rugby. Philippe Arroir pour le dernier journal de la rédaction. Demain, Télématin avec Roger Zabel à partir de 6h45 et Paul Naon qui recevra Monsieur Henri Krasuki. Et à 20h, vous retrouverez Bernard Rapp. Bonsoir, merci.